Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus de Dimanche en politique. Notre invité aujourd'hui est l'ancien Premier ministre, l'ancien maire de Pau, le président du MoDem. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, François Bayrou, le lanceur d'alerte, on va en parler longuement dans cette émission. Vous venez de publier un livre, Alerte sur la France qui vient. On va en parler longuement. Élise Descartes, bonjour, de notre bureau de Pau, Sud-Aquitaine. On va pas uniquement parler de ça. Et non, parce que dans cette émission, nous parlerons évidemment de votre livre, de la dette, mais aussi de la mairie de Pau, de l'affaire Betaram et de la présidentielle. Et nous vous demanderons votre analyse à tous ces sujets. Première partie donc de ce Dimanche en politique, Alerte sur la France qui vient. Ouvrage paru ce jeudi, je le disais, aux éditions de l'Observatoire. Le 18 juin, la parution François Bayrou d'abord. C'est un clin d'œil historique? C'est l'appel de François Bayrou? Ou c'est une coïncidence d'éditeur? Je n'y suis pour rien, c'est une coïncidence d'éditeur. C'était prévu pour le 11 juin, puis pour des raisons techniques, ça a été retardé au 18 juin. Mais moi qui ai le goût des signes, j'ai trouvé que, ma foi, c'était pas si mal comme signe. L'alerte, écrivez-vous dans ce livre, sert à se réveiller et à sauver la maison. Aujourd'hui, la France est en danger. Oui. 3 500 milliards de dettes à peu près à cette époque-là de l'année. Alors, c'est des chiffres astronomiques, sachant que 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc, c'est 3 500 fois 1000 millions d'euros. Je ne sais pas si on se rend compte. Non, on ne peut pas. On a du mal à quantifier. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une des explications pour lesquelles on n'y fait pas attention, on n'y fait pas assez attention. C'est que, comme c'est tellement abstrait, tellement loin, tellement inimaginnable, on n'arrive pas à se représenter. Mais depuis un an que j'ai lancé, quand j'étais chef du gouvernement, que j'ai lancé cette réflexion, cette campagne, cette information des Français, la question de la dette a gagné 40 points dans les enquêtes d'opinion. Ça n'arrive jamais d'avoir des progressions de cet ordre. Qu'elle imprègne les gens dans la population, clairement. Le message commence à passer. Mais c'est abstrait. Ce qui commence à passer, c'est l'idée qu'il y a un problème. C'est l'idée que la dette, c'est pas bon. Que ça va nous rattraper un jour. C'est ça que les gens croient. Oui, parce que quand on lit votre ouvrage, on a l'impression que la France, elle est bientôt en cessation de paiement. La France est, comme tous les pays qui se sont trouvés en surendettement, dans une situation telle que pour éviter la cessation de paiement, qui serait une catastrophe astronomique pour toutes les familles, peut-être on pourra expliquer ça, pour éviter la cessation de paiement, il va falloir affronter un des pires rendez-vous que la France ait connu depuis la guerre. Est-ce que les responsables politiques d'aujourd'hui en ont conscience, François Bayrou? L'an dernier, vous étiez à Matignon. Vous aviez sonné l'alerte, ça a coûté votre place d'ailleurs à Matignon. On se rappelle devant l'Assemblée nationale, ce vote de confiance. Vous souhaitiez à l'époque un plan, bon, peut-être pas dire d'austérité, mais de rigueur pour la France, avec 2 jours fériés supprimés, puis un. Est-ce que vous n'êtes pas le seul aujourd'hui à prêcher dans le désert? Pourquoi les autres ne le font pas, en fait? Vous écrivez, ils dansent tous sur le pont du Titanic. Oui, j'ai souvent l'impression de ces... Mais quand vous voulez affronter la réalité et la faire partager à ceux que vous aimez, à vos concitoyens, mais à vos plus proches, eh bien la solitude n'est qu'un inconvénient mineur. C'est une conséquence souvent obligatoire, mais c'est un inconvénient mineur, parce que votre responsabilité, et je compare souvent la responsabilité des citoyens et des responsables politiques à celle des pères de famille. C'est la même. Vous avez les destins de gens que vous aimez entre les mains, et si vous ne dites rien quand les choses vont mal, alors vous trahissez votre devoir, votre vocation. À qui la faute, François? Alors, je reviens une seconde à votre affirmation. 3 500 milliards, c'est très compliqué. Les gens croient que on va être menacé un jour. Et c'est en quoi c'est faux. La question, l'urgence qui est devant nous, c'est que c'est pas pour dans longtemps, c'est pas pour bientôt, c'est aujourd'hui. Alors il faut que vous représentiez ça. Vous payez de l'impôt sur le revenu tous les ans, vous payez de l'impôt sur le revenu, je paie de l'impôt sur le revenu. Tous les mois même. Oui. La
totalité de l'impôt sur le revenu que vous payez, que paient vos voisins, que paient vos concitoyens dans votre ville, et que paient tous les Français, la totalité des chèques que vous faites, l'année prochaine, ça ne suffira pas pour payer les intérêts de la dette. À qui la faute, Oui, François c'est Bayrou? ça, À parce qui que, la parce que faute? tous les gouvernements... À qui la nous- faute? On va expliquer ça en 4 secondes. Parce que la dette, alors, il faut se représenter ça. La dette que vous avez quand vous achetez un appart ou une maison ou une voiture, cette dette-là, vous devez la rembourser. Mais les États ont pris l'habitude de ne pas rembourser 1 euro de la dette qu'ils ont accumulée. On a commencé ces dettes-là en 1981, pour simplifier. Et on a fait grandir ça énormément. On n'a jamais remboursé 1 euro de dette. Plus exactement, Pourquoi on l'a jamais quand on remboursé? a une Pourquoi? échéance, Pourquoi? Parce que on les gouvernements n'ont pas réemprunte assumé? le montant de l'échéance. Parce que les différents gouvernements n'ont pas assumé ce spectre-là, ils ne voulaient pas par électoralisme, ou alors peut-être parce que, comme vous l'écrivez dans votre livre, c'est, je ne dis pas la faute, mais aussi une responsabilité du peuple français qui n'a pas voulu entendre. C'est une ça, responsabilité partagée. générale. Tous les gouvernements successifs, alors si on veut hiérarchiser, on regarde ça en pourcentage de la production du pays, en point de PIB, comme on dit. En pourcentage de la production du pays, le premier sur le podium, c'est Mitterrand. Et puis ensuite, c'est Nicolas Sarkozy. Et puis Emmanuel Macron, parce qu'il a fait 10 ans, et François Hollande, avant, à peu près au même niveau, ont tous accepté ou voulu que grossisse la dette sans avoir à la rembourser. C'est des questions de politique. Oui, pour des questions, c'est pas agréable de proposer des efforts. Je l'ai fait, je sais ce que c'est, comme on se fait engueuler, insulter, manifester, viser, Est-ce que c'est cibler. entendable, là, maintenant, à quelques mois de la présidentielle, à moins d'1 an de la présidentielle, en fait, comme le disait Winston Churchill, proposer du sang et des larmes? C'est pas du sang et des larmes, c'est de la lucidité ou de l'illusion. Mais c'est des efforts qui vont être... Oui, Élise Descartes, oui. Précisément, c'est la raison pour laquelle tout le monde s'en fiche. Mais quand vous êtes au moment, c'est ce qui arrive à toutes les familles surendettées, vous en connaissez, j'en connais, on connaît tous. On fait appel au crédit. Et puis on fait appel au crédit pour rembourser les échéances. Et puis un jour, vous êtes au surendettement. C'est-à-dire que des officiels vous font savoir que jamais on ne pourra plus vous prêter. François Bayrou, allez-y, terminez, j'ai une question là-dessus. Et ceci est très grave, parce que nous sommes le seul pays dans ce cas-là. Nous empruntons non seulement pour rembourser, mais nous empruntons pour les fins de mois. Et la France s'appauvrit. Et la France, par conséquence, s'appauvrit. Ça veut dire cette obligation d'avoir des intérêts de la dette tous les ans croissants, dans 2 ans, on va être à 100 milliards. 100 milliards. Et après, à 120 milliards. Avant 2030. C'est exponentiel, en fait. Tout le temps, on n'arrête pas, là. C'est un train qui fonce dans le mur. L'addition de la totalité du budget de l'éducation nationale et de la totalité du budget de la défense nationale. Et cet argent-là, on en aurait besoin pour les jeunes, pour l'éducation, pour la santé, pour les hôpitaux. Eh bien, on ne l'a plus parce que cet argent-là, cette hémorragie-là, cette hémorragie de nos moyens, de notre créativité, de tout ce que nous produisons, de tout ce que nous inventons, ça part. Et ça part à qui? Ça part à nos créanciers. Dont la plupart, et qui la majorité sont étrangers. 60% des étrangers. Ce qui est une situation très différente, je l'explique dans le livre, des États-Unis ou du Japon, qui sont les 2 autres grands pays endettés dans le monde. Parce que eux, leurs créanciers, pour les États-Unis, c'est des Américains, et pour le Japon, c'est des Japonais. Donc, ça se recycle dans la vie du pays. Mais est-ce que c'est entendable pour des citoyens en difficulté, des gens en difficulté, on voit le prix de l'essence, on voit les loyers, on voit un peu tout ça. Est-ce que c'est entendable de dire, comme vous l'aviez proposé, 2 jours fériés supprimés, de dire il va falloir faire des efforts? Est-ce que ça, c'est encore possible? Ben, c'est eux qui vont payer. Je veux dire,
la crise du pays. Qu'est-ce qui est arrivé en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suède, au Canada, il y a quelques années? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, on a amputé les retraites, on a amputé les salaires de la fonction publique, on a amputé les moyens de l'État. Et si la France voulait éviter ça, alors il faut regarder les choses en face. Et ceux qui ne les regardent pas en face, ils mentent. Et ils mentent contre leurs enfants. Parce que qui va payer tout ça? C'est pour ça que ce livre est pour moi, comme vous sentez bien, quelque chose de très important. Qui va payer? C'est les jeunes qui vont payer le plus. Les prochaines générations. Parce qu'ils vont payer le plus et le plus longtemps. Et parce qu'on n'aura pas les moyens de leur offrir le destin qu'ils méritent. Quand nous avions 20 ans, même si c'est à des générations différentes, il n'y avait pas de dette ou très peu de dette pour la France. Et donc on a pu investir, faire des universités, faire des hôpitaux. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Regardez la situation du pays. Et que des responsables politiques soient assez irresponsables. Ils disent qu'ils sont responsables, en fait ils sont irresponsables, pour refuser de voir en face... Tout bord confondu. Cette chose, tout gouvernement confondu, depuis 50 ans. Et en plus, toutes oppositions confondues, parce que chaque fois qu'il y a eu un budget... l'extrême droite et la gauche et l'extrême gauche, ils réclamaient qu'on dépense plus. Ils réclamaient 10 milliards de plus ici, 10 milliards de plus là. On va aborder une deuxième partie de cette émission, François Bayrou. On pourra en parler pendant des heures de la dette du pays et des conséquences à venir. Est-ce qu'on peut dire une seule chose? Allez-y. Entre nous, si j'ose dire. C'est grave pour nos familles. C'est grave pour ceux qu'on aime le plus, c'est grave pour ceux qui sont à l'âge de s'élancer et à qui on va briser, on va casser les genoux par l'irresponsabilité de ceux qui, depuis des décennies, laissent accumuler les choses. François Bayrou, on va évoquer la deuxième partie de ce dimanche en politique, Pau et les municipales. Avant d'en parler avec vous, je vous propose de revenir sur cette soirée du 22 mars, qui est un mauvais souvenir pour vous. Vous avez perdu l'élection pour 344 voix. Reportage ce soir-là d'Élise Descartes et de Romain Auville, et on en reparle juste après. Le visage fermé, François Bayrou vient rejoindre ses soutiens au pavillon des Arts. Il vient de perdre la mairie de 344 voix après 12 ans de mandat. C'est une soirée difficile pour vous, dont je vois les visages amicaux et attristés. C'est une soirée difficile pour nous et je crains un peu que ce soit une soirée difficile pour notre ville. Cela dit, c'est la démocratie. Très ému, François Bayrou savoure les applaudissements et les embrassades. Pas d'interview, il repart avec ses plus proches collaborateurs. Dans la salle, ses soutiens et anciens adjoints sont sonnés. Bien sûr, beaucoup de déception, parce qu'il me semble que ce que nous avons fait ces dernières années était bien et important pour le développement de la ville, sur beaucoup de plans, l'urbanisme, l'habitat, le commerce, etc. Bon, les Palois ont choisi. C'est un investissement, c'est 12 ans de sa vie, de notre vie, on s'est donné à fond dans cette ville. Voilà. Comme il l'a dit, on va se réinventer, on va se battre, on aime cette ville. C'est pas la fin de quelque chose, on est toujours là. C'est sa grande fierté d'être maire de Pau et tout le monde le sait. Et donc là, c'est quelque chose qui s'arrête tout d'un coup. Donc, c'est dur pour lui, oui. Lors de son discours, François Bayrou a sous-entendu qu'il ne siégera pas au conseil municipal. Désormais dans l'opposition, sa liste compte 11 élus sur 53. François Bayrou, on vous voyait très ému dans ce reportage ce soir-là. Est-ce que la défaite est digérée? Oui, c'est pas... jamais considéré que les défaites en politique étaient quelque chose d'insurmontable, parce que si tu veux pas être battu, te présente pas. Je veux dire, je dis ça à mes enfants souvent. J'ai une formule comme ça. Je dis, si tu veux pas prendre des coups dans la figure, tu ne fais pas boxeur. Et je me suis fait boxeur.
vous ne pouvez pas vous présenter à une élection dans une ville qui appartenait au Parti socialiste depuis 40, je ne sais pas combien, 2 ans. Vous ne pouvez pas vous présenter à une élection en pensant que vous n'y allez que si vous êtes élu. Qu'est-ce qui a fait la différence d'après vous? Le score du RN, une campagne électorale? Alors, peut-être, Élise m'a demandé si vous aviez digéré c'était cette... digéré. Je n'ai aucune difficulté à surmonter les moments qui sont des moments rudes, parce que c'est la vie de quelqu'un qui a donné à la politique et pas la plus facile. Parce que là, c'était inattendu, en fait. On savait que ça serait très serré. Pas pour moi. Et donc, mais c'est pas pour moi que j'étais le plus inquiet. Vous l'avez dit dans le reportage, c'est pour la ville. On a pris cette ville dans une situation... On va en parler juste après, François Bayrou, mais qu'est-ce qui a fait la différence pour vous, d'après vous, ce soir-là? L'extrême droite. Voilà, c'est la candidate du Rassemblement national, Margot Taillefer, et sa liste, qui vous a fait perdre l'élection. C'est l'extrême droite, c'est la triangulaire avec l'extrême droite qui a bloqué, vous savez, à Pau, les voix d'extrême droite sont des voix de droite. Et donc, et c'est pas la première fois dans l'histoire que des voix de droite qui veulent... c'est quoi, les LR, très clairement font élire la gauche. C'est-à-dire, on va avoir à Pau les journées parlementaires du PS. Oui, en septembre. Et vous voyez ce que ça veut dire. Des gens qui sont arc-boutés, prétendent-ils, contre la gauche. Eh bien, ils lui ont donné la mairie. Parce que, évidemment, la liste qu'il a emportée, en regroupant les voix d'extrême gauche et de gauche, cette liste-là, elle n'a fait que 42% des voix. Nous avons fait 41 et quelques % des voix. Pourtant, en discutant avec d'anciens colistiers, certains étaient un petit peu amers en disant qu'il ne s'est peut-être pas donné comme il aurait dû le faire dans cette campagne. Il n'est peut-être pas allé assez au contact des Palois. Moi, j'ai le sentiment de ne les avoir jamais quittés, le contact des Palois. Mais ça ne sert à rien de gloser et d'essayer de remonter le temps. Je n'ai pas su expliquer que voter pour l'extrême droite, c'était voter pour la gauche. Aujourd'hui, beaucoup commencent à s'en mordre les doigts. Donc, et on va en parler. On va en dire un mot. 200 jours de votre successeur. Parce que c'est spectaculaire. Juste pourquoi vous n'êtes pas resté conseiller municipal d'opposition? Vous l'aviez été déjà dans un mandat précédent il y a quelques années, quand c'était Martine Niarcat-sous la mer. Vous étiez resté, vous avez siégé au conseil municipal. Là, vous avez dit non. De l'extérieur, on peut se dire, est-ce que par civisme ou par respect de vos électeurs, vous auriez pu siéger pour faire entendre votre voix? J'étais le maire, et le maire de Bordeaux, que vous avez sous les yeux. Il a été battu. Est-ce qu'il est resté au conseil? Non, le maire d'Agen non plus. Le maire d'Agen non plus. Vous ne pouvez pas être opposant, c'est-à-dire dans l'affrontement et l'agressivité quand vous avez été maire. Ma conception à moi, je l'ai expliqué ce soir-là, c'est la démocratie. Il arrive que vous ayez le sentiment ou la certitude que la démocratie se trompe. Pour autant, vous ne pouvez pas la remettre en cause. Et donc, mais j'ai une très bonne équipe d'amis au conseil municipal et moi-même, j'ai aucune intention de quitter Pau. Vous suivez toujours les affaires paloises. Oui, c'est ce que vous aviez dit ce soir-là, que vous resteriez très attentif à ce qui se passe à Pau, vous l'êtes. Attentif, intégré, enraciné et désormais, si je puis oser un néologisme, permanencé. Je vais avoir un bureau à Pau. Les 3 premiers mois, votre successeur socialiste, Jérôme Marbeau, qu'est-ce que vous pouvez en retenir ou en dire? Est-ce que le premier bilan, c'est tôt, il y a une mandature à venir, c'est long, c'est 6 ans ou peut-être 7, en fonction des élections, de la date des prochaines élections municipales? Vous aviez dit le soir de l'élection ou juste après, Pau est en danger. C'est le cas? Pau est en danger. Pourquoi et comment? Alors, reprenons la phrase que j'avais commencée. Nous avons pris cette ville alors qu'elle était soumise à une hémorragie d'habitants, de 1000 habitants chaque année qui s'en allaient. En 2014, c'était. C'était une ville qui était dans tous les classements largués. Elle n'était plus attractive et les Palois eux-mêmes s'enfuyaient de la ville. On l'a portée, vous en êtes témoin, au premier rang de tous les classements nationaux.
le magazine Challenge, avec un institut qui étudie les chiffres, avec la CEPO, ville la mieux gérée de France, première ville de France. Et on va voir que les décisions qui ont été prises, c'est les Palois qui vont les payer. Au fond, la campagne qui a été faite par l'équipe qui a gagné, c'est « Votez pour nous, on va vous donner des sous ». Y compris en distribuant dans chaque foyer, vous en êtes témoin, des questionnaires pour calculer combien ils gagneraient s'ils étaient élus. Et on va voir vendredi soir, où on va voir le résultat de tout ça. À Pau, le prix de la cantine pour les enfants était de 3,03 € pour tout le monde. Et puis, il y avait ceux qui étaient économiquement faibles qu'on aidait jusqu'à descendre le prix à 30 centimes. Là, l'équipe dit on va faire la cantine gratuite pour un certain nombre. Pour les classes moyennes, le repas va coûter 5,20 € ou 5,30 €. Vous vous rendez compte, vous avez 2 enfants ou 3 enfants. Vous passez du repas à 3,03 €. Est-ce qu'ils peuvent faire autrement ? Ils peuvent faire autrement ? Mais bien sûr, nous avions construit un système qui était un système de modération pour tout le monde et de solidarité pour les plus faibles. Mais là, c'est les classes moyennes qui vont payer. Or, les problèmes en ville, c'est les classes moyennes qui les ont. Et donc, cette idée que on va faire gratuit et c'est les riches qui vont payer, ça se traduit par on fait gratuit pour quelques-uns et ceux qui vont payer, c'est ceux sur qui pèsent déjà toutes les charges et toutes les épaules. Les chiffres que je vous donne, vous en êtes témoin, sont les chiffres même du conseil municipal qui aura lieu, puisqu'on enregistre un peu plus tôt que l'émission. Et donc, ça, c'est la première chose. Oui, allez-y. Votre réaction à le baptême des Halles de Pau que vous avez, qui était la première de vos réalisations, ces nouvelles Halles de Pau qui vont devenir les Halles André Labarrère. J'aime pas critiquer, comme vous savez, mais cette décision-là est une décision minable. C'est un esprit de revanche et minable. Et c'est contraire à tous les usages. Parce que quand vous êtes maire, vous baptisez ou pas, je vais revenir sur le ou pas, vous baptisez ou pas ce que vous construisez. Mais vous baptisez pas ce qu'ont construit les autres. Et même si c'était que construit par les autres, passe encore. Ils se sont opposés depuis la première minute jusqu'à la dernière, dans les termes les plus agressifs, les plus politiciens. Là, vous parlez de Jérôme Barbeau et de son équipe. Hein. Oui, de son équipe. Les plus politiciens, en prétendant que c'était pharaonique. Je rappelle, ils avaient voté contre au conseil municipal. Ils ont voté contre tout. Et ils s'arrogent le droit de donner ridiculement, parce que le nom d'André Labarrère, c'est le nom de la médiathèque en face des Halles. Ancien maire de Pau. Donc on va avoir cette idée fétichiste d'aller chercher l'avenir de Pau chez le maire dont tout le monde connaissait les qualités et les défauts. Il y avait les deux. J'ai moi-même donné son nom à l'esplanade devant le Palais des Congrès. D'aller chercher, c'est un très mauvais signal. Pas seulement, comme je l'ai dit, parce que c'est contraire à tous les usages. Pas seulement, et c'est pourtant grave, parce que ça veut dire on va mettre notre patte partout, c'est à nous que ça appartient. Maintenant, c'est nous les patrons. Non, la ville, ça n'appartient pas à un parti et encore moins à une personnalité. Mais c'est surtout pour moi plus grave encore parce que ça veut dire qu'on se recroqueville sur le passé. Or, s'il y a une chose certaine, c'est que Labarrère et moi, on avait une seule ligne de conduite qui était d'ouvrir la ville sur le futur et sur le monde. Et on y est arrivé, lui et moi, sans cesser. J'ajoute un dernier point. Oui, avant qu'on change de sujet, André, allez-y. mais c'est vous qui me poussez. Hein. André Labarrère et moi, on a eu un point commun, à une exception près, c'est que nous n'avons jamais nommé d'un nom personnel les grandes réalisations de la ville.
le Palais Beaumont est resté le Palais Beaumont. Le Palais des Sports, c'est le Palais des Sports. Le Zénith, c'est le Zénith. Le Stade du Hameau, pour moi, c'est le Stade du Hameau. L'École des Arts, c'est l'École des Arts. Et le Foirail, c'est le Foirail. Nous avons respecté... ce que je dis à l'air... Non, je vous écoute. C'est assez profond. On a encore d'autres sujets, le temps file, c'est pour ça. Ça veut dire que nous avons respecté la ville comme elle était. C'est pas la ville qui appartient à un parti, à un clan, à un club. La ville, elle est à tout le monde. Et elle n'est pas la ville d'un parti, et elle n'est pas la ville d'une coterie. La troisième partie de ce dimanche en politique avec vous, François Bayrou, on va évoquer une affaire sur laquelle vous revenez longuement dans votre ouvrage, l'affaire Betaram, Élise, ou plutôt les affaires. Oui, parce qu'il y a deux affaires dans l'affaire Betaram. Il y a l'affaire judiciaire et il y a l'affaire politique. Alors l'affaire judiciaire, on rappelle, plus de 200 plaintes, une seule personne mise en examen en détention provisoire, 2 seules plaintes qui ne sont pas prescrites, un système de violence physique et sexuelle mis au jour. Vous avez d'ailleurs reçu les victimes quand vous étiez Premier ministre en mairie de Pau. Est-ce que vous avez fait ce que vous leur avez promis ? Oui. Comme vous savez, on a est en train d'être mis en place un conseil des victimes dans lesquels ils seront représentés, peut-être pas par les personnes qui ont mené le combat, parce qu'il y a tellement de dissensions et de disputes à l'intérieur, je trouve ça dramatique. L'affaire Betaram, c'est, vous l'avez dit, d'un côté une affaire de violence physique. Et quand on parle de l'affaire Betaram, j'ai passé, vous l'avez rappelé, une après-midi avec ces garçons. J'en parle dans le livre. J'oublierai jamais ce moment-là. Et je raconte dans le livre ce qui a été mon sentiment. J'avais en face de moi des hommes faits, adultes et même avancés. Mais en réalité, ce que j'avais en face de moi, c'est des petits garçons. Les petits garçons qui se sentaient abandonnés devant des adultes qui faisaient des punitions physiques une arme pour remettre au pas les élèves. Ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose qui est bien pire, sur laquelle je n'ai aucun renseignement, comme pour le reste, mais on va peut-être en parler, c'est les affaires d'atteinte sexuelle. Je ne sais pas où ça en est. Vous l'ignoriez totalement à l'époque. Vous l'ignoriez totalement à l'époque. Vous l'avez dit et répété depuis des mois. Mais tout le monde a pris la parole dans ce débat. Le maire de l'Estelle, Betaram. Le maire de l'Estelle, on ne peut pas prétendre que ce soit un de mes amis politiques. C'est un maire socialiste connu, patenté, bien que nous ayons été, en tout cas avec ses sœurs, à l'école ensemble. Donc tout ça, c'est une famille. Mais il a dit, mais c'est pas vrai, vous vous rendez compte, ce village qui est désormais montré du doigt à l'échelon national et pas... Enfin, les gens qui savaient ça, pourquoi n'ont-ils rien dit ? Alors je vais citer quelque chose que vous savez très bien. J'avais dans l'opposition le leader LFI de la liste municipale qui a porté le fer, dans votre émission d'ailleurs, sur Betaram. Il est avocat. Jean-François Blanco, pour le nommer. Il affirme qu'il a déposé la première plainte il y a 30 ans. Et il dit qu'il savait tout. Depuis 25 ans, il n'a jamais rien dit. Il était au conseil municipal, vous en êtes témoin. Est-ce que l'un de ceux-là a dit quelque chose ? En vérité, j'ai une fille qui a écrit un très puissant livre sur ce sujet, qui s'appelle « Le déni », et elle analyse très bien cette question-là. C'est pas seulement qu'on n'ose pas parler, c'est qu'on n'ose pas voir. François Bayrou, il y a aussi la dimension politique dans cette affaire. Il y a eu la commission d'enquête parlementaire, on ne va pas revenir sur le feuilleton de l'an dernier. Si vous n'étiez, à l'époque, si vous n'aviez pas été Premier ministre, est-ce qu'il y aurait eu une commission d'enquête parlementaire ? Jamais. Pour aller plus loin, il y a eu une volonté de vous abattre politiquement. Oui. Est-ce que c'est simplement la France insoumise ? Dans le livre, vous racontez vouloir régler vos comptes le moment venu. Non, je ne raconte pas.
Vous dites vouloir régler vos comptes le moment venu. J'ai dit... Vous écrivez ça. Oui. Parce que ça a brisé votre élan à Matignon. Parce que qu'il non, y a quand des je dis régler les comptes, façon de parler politiquement. Je ne parle pas de règlement de compte. Le moment venu. Je ne vis pas comme ça. Mais cette affaire-là est une affaire qui a été voulue et montée par un courant politique avec l'indulgence des autres courants, parce qu'on adore en France des autres courants, des autres partis, en fait. Qu'est-ce que vous appelez l'indulgence des autres courants? De la gauche ou pas simplement de la gauche? Oui, vous savez. Quand vous avez... Vous voulez pas répondre, en fait, François Bayrou. Qui voulait votre peau? Pardonnez-moi, mais qui voulait la peau politiquement à l'époque? Quand vous avez quelqu'un qui est en situation d'être un leader, de porter quelque chose, il arrive assez souvent que les gens ne soient pas mécontents de voir qu'ils se cassent la figure. Y compris dans votre propre camp à l'époque? Tout ça, un tout petit peu, oui, j'imagine. La première fois où vous répondez au député Paul Vannier à l'Assemblée nationale, où vous dites « Ni de près ni de loin, je n'étais au courant de ces violences physiques et sexuelles ». Est-ce que vous regrettez cette phrase? Est-ce que vous vous êtes pas mis en difficulté tout seul? Je reconnais que ma formulation était interrompue, insuffisante. Mais je prends très simplement un exemple que vous allez comprendre aisément et appliquer à vous-même. Si on vous interroge sur l'affaire Grégory et qu'on vous demande ce que vous savez sur l'affaire Grégory, vous allez dire « je ne sais rien, je ne suis pas informé ». Et pourtant, vous avez lu 200 articles sur l'affaire Grégory. C'est pas la même chose d'avoir lu des articles et de savoir quelque chose de spécial. Pourtant, on savait, c'était de notoriété publique que Betaram, on y mettait des enfants pour les redresser. Des garçons pour les remettre sur les rails. Voilà, c'est ça. Et on savait qu'il y avait des châtiments corporels. C'était une autre époque, mais... Un des garçons qui était dans le groupe avec qui j'ai passé ces heures inoubliables, si profondément blessé, il était bordelais. Oui. Il y avait des bus qui arrivaient de Bordeaux. Oui, il y avait tout ça. Et c'était aussi une époque. C'était une époque où l'idée qu'on se faisait de maîtriser un adolescent, c'était... il y avait des établissements comme ça. Il y avait Betaram, il y avait Garaison, il y avait... il y a eu d'autres établissements ensuite. Rien qu'en Aquitaine, il y a eu d'autres établissements ensuite où il y a eu des scandales aussi. Et où on voit sortir des scandales maintenant. Tout ça, François Bayrou, des plaintes avaient été déposées contre vous il y a un an. Elles ont été dépaysées au parquet de Tarbes. Vous écrivez dans votre ouvrage Alerte sur la France qui vient qu'elles ont été classées sans suite. Est-ce que vous avez déjà été entendu? Vous dites il y a des plaintes déposées contre vous. Oui, il y avait eu... Deux ou trois. Oui, eh bien, vous le savez, mais moi, je ne le sais pas. Je n'ai jamais été... C'est pour dire à quel point... Vous n'avez jamais été entendu Mais c'est pas entendu. J'ai jamais été informé qu'il y avait des plaintes. D'accord. Donc pas informé qu'elles ont été classées sans suite non plus, alors. Et ça fait plus d'1 an, donc j'imagine. Et jamais je n'ai été informé qu'elles étaient classées. Et ça m'intéresse beaucoup parce que, évidemment, si des plaintes sont classées, on peut regarder quel a été l'argumentaire. C'est la prescription, je crois. Peut-être, mais vous comprenez, je ne connaissais aucun des protagonistes de Betaram. Sauf le père Carricœur. Je ne connaissais pas. Quand l'affaire Betaram est sortie, mon dernier fils avait quitté Betaram depuis 23 ans. Et ma fille avait quitté Betaram depuis 35 ans. Est-ce que c'est la pire blessure de votre carrière politique? C'est ce que vous écrivez dans le livre, une blessure qui est vraiment c'est une blessure rude. Profonde et intime. Sur un plan personnel, il y a une dimension personnelle, mais plan politique aussi. Vous ressentez ça comme une telle injustice sans que vous ayez eu les moyens de vous défendre, parce que je n'avais aucun élément devant la commission d'enquête que vous évoquiez. La confrontation, qui a été extrêmement dure, a duré 5 heures. Oui. 5 heures et demie, presque 5 heures et demie. Et j'ai pu, point par point, prouver que ce que disaient ces gens était faux, que la preuve écrite existait. C'est un coup de bol incroyable que j'ai trouvé les preuves écrites. Mais en réalité, j'ai réussi à gagner, à leur faire baisser la tête, à regarder leurs chaussures. C'était spectaculaire à la fin de la commission d'enquête. Vous avez gagné, mais vous avez perdu. Vous écrivez. J'ai gagné, mais j'ai perdu. Ben oui, ça vous a coûté Matignon? Oui, en partie. Est-ce que ça vous a coûté également la mairie de Pau? C'est possible aussi. Vous savez,
la mairie de Pau, c'est 3 voix par bureau de vote. Oui. Alors, donc, c'est tout à fait possible. Mais le pire dans tout ça, c'est que ce sont des mécaniques dans lesquelles vous ne pouvez pas faire entendre la vérité. Et j'aurais pu tout à fait être brisé par cette affaire, parce que si j'avais pas trouvé les preuves, les gens auraient dit... Vous savez, il y a une chose pire que tout ça. C'est l'expression « il n'y a pas de fumée sans feu ». Tous ceux qui vous connaissent et qui tout d'un coup regardent les choses en se disant « mais après tout, il n'y a pas de fumée sans feu ». 3 mois de destruction Je n'ai de la réputation d'une famille, François Bayrou. aucun des protagonistes de Betaram, aucun, sauf le juge, qui était qui était votre voisin. qui était mon voisin. Toute votre famille en a souffert? Je n'ai jamais mis les pieds à Betaram. J'ai mis les pieds à la chapelle, qui est classée monument historique, que tout le monde connaît. J'ai jamais mis les pieds dans l'établissement, sauf pour une inauguration de gymnase, un dimanche, je pense, il y a 35 ans. Oui, quand vous étiez 30 ans. président du Conseil général, Ouais, c'est ça. 30 ans. Je suis jamais entré dans l'établissement. J'ai jamais parlé avec les responsables. Tout ça était destiné à briser. Ça a réussi politiquement, humainement non. Et donc, pour moi en tout cas, c'est... mais vous voyez, vous avez écrit Betaram, la blessure, là-bas. La blessure, la pire, elle n'est pas pour moi. Elle est pour les garçons qui ont été victimes. Elle est pour cet établissement où des gens sont brisés. Elle est pour cette commune où des gens sont brisés. C'est ça, vous pensez que le fait qu'on s'attaque à vous, Premier ministre, ça a un peu éclipsé toutes ces souffrances, toutes ces victimes? Mais ces garçons-là, ceux que je connais, tous les jours, ils disent on ne s'occupe pas de nous. Et même pire que ça, celui qui a lancé l'alerte, Alain Esquer, il est ciblé, y compris par les autres. Et lui qui a lancé et fait tout ça, lui qui a mené ce combat, simplement parce qu'il a refusé de se joindre à la meute, parce qu'il savait que ce n'était pas vrai contre moi, eh bien, il est ciblé, et lui aussi, on veut l'abattre. Et donc, pour moi, c'est assez exemplaire de ce qu'on peut, dans une société aussi violente et injuste que la nôtre, faire contre des gens qui sont même pas concernés. Pour terminer, ce dimanche en politique, on va encore une fois changer de sujet. 4e et dernière partie. Avec vous, François Bayrou, là, c'est plutôt le président du MoDem auquel on va s'adresser maintenant. Le scrutin présidentiel dans un peu moins d'1 an, dans 10 mois, en avril 2027 a priori, même si les dates ne sont pas officiellement connues. Une question d'abord, vous ne serez pas candidat. On a entendu ces derniers jours quand vous faisiez votre promotion de votre livre. Moi, j'ai envie de vous demander si c'est une position ferme, définitive, parce que je me souviens d'une émission qu'on avait faite avec vous il y a 2 ans, où vous nous disiez que par principe, à cette même question, vous ne renoncez jamais à rien. Ça, c'est vrai que je l'ai dit et que je l'ai pensé. C'est fini, donc vous ne serez pas candidat. Mais je vais vous dire, si présentant la situation du pays dans sa gravité, avec le souci qu'elle impose, si j'étais candidat à l'élection, qu'est-ce que vous diriez et qu'est-ce que diraient tous ceux qui nous écoutent? Que pour l'instant, c'est pas le moment. Il dirait quelque chose de simple. Il dirait, il fait ça pour lui-même. C'est ce que j'appelle le parti aujourd'hui le plus nombreux de France, que j'appelle le TPMG, tout pour ma gueule. Les gens penseraient que c'est pour faire ma promotion, ou c'est pour défendre une idée de candidature. Et le seul moyen de persuader ceux qui m'écoutent que ceci, comme dit Montaigne, est une démarche de bonne foi. Ceci est une démarche pour la vie d'un pays qui est en danger. Le seul moyen, c'est de dire, c'est pas pour moi. Je ne fais pas ça pour être candidat moi-même. Je fais ça pour que soit entendue une voix qui n'est pas intéressée au sens où on est intéressé pour soi-même. On revient à ce qu'on disait au début de l'émission, vous êtes un peu seul quand même à avoir cette démarche-là aujourd'hui. Oui. Parce que le fameux « tout pour ma » que vous évoquiez il y a quelques instants, c'est un peu ça aujourd'hui. Si dans ma vie, j'avais voulu faire des choses où je ne sois pas seul,
plus facile et qui soit plus valorisante à tous les sens du terme, ben, j'aurais pas fait ça. choisir le chemin le plus difficile. Vous savez ce que disait le général de Gaulle? Il disait les chemins les plus difficiles, c'est les moins encombrés. Et il avait raison. Est-ce que justement cette annonce de non-candidature n'est pas aussi liée au procès en appel des assistants parlementaires du MoDem qui se tiendra en septembre et octobre? C'est très simple. Le procès en appel, vous y avez assisté en partie, dans votre spécialité de journaliste, de chroniqueur judiciaire. J'ai été relaxé. Oui. Et pour être relaxé, dans l'ambiance qui était celle de la préparation du procès du Rassemblement national, fallait vraiment qu'on puisse faire établir la preuve définitive que réellement c'était... Donc vous êtes serein pour ce procès en appel? Je suis serein et déterminé parce que je pense que on peut faire apparaître ou faire entendre des choses qui pour l'instant n'ont pas encore été entendues. Mais quant à moi, relaxer dans un procès comme ça vous donne un sentiment de sécurité. Oui, mais pourtant, bon, un procès en appel, on sait ce que c'est, une autre juridiction. Oui, très bien. Non, mais on reprend tout à zéro. J'ai expliqué, vous étiez là, oui. J'ai expliqué devant vous ce qu'il en était, et le tribunal a jugé qu'en effet, on ne pouvait pas mettre en évidence une responsabilité de ma part. C'est déjà beaucoup parce que les temps ne sont pas à l'innocence dans ce genre de procès. Hein. Oui, ça peut être violent. C'est un peu sévère. Juste pour revenir à la présidentielle, président du MoDem, c'est à vous que je m'adresse avec cette casquette entre guillemets, quel rôle entendez-vous jouer? On a bien compris que vous ne serez pas candidat. Unir le centre, avoir un bloc élargi avec peut-être un peu sur la gauche, peut-être un peu sur la droite, travailler aux côtés d'Emmanuel Macron, dont vous dressez les louanges dans le livre, ce n'est pas un mec ordinaire pour vous citer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire en fait pour le pays? Un mot sur le président de la République. Oui, vas-y. On vient de vivre 3 jours qui sont absolument éclairants. Avec le G7 qui était à Évian et après à Versailles avec Donald Trump. Qui, parmi les chefs d'État et de gouvernement du monde, est en situation de se situer par rapport à Trump et ailleurs par rapport à Xi Jinping et de faire entendre une voix qui refuse de plier et en même temps qui est diplomatique? Qui peut faire ça? Parmi les chefs d'État et de gouvernement européens, qui? Et parmi les chefs d'État et de gouvernement du monde, peut-être le Premier ministre canadien, que je trouve très bien, Carney. Combien il y en a? Eh bien, moi je trouve que le président de la République, il est à la hauteur de l'histoire. Mais il ne sera plus là à partir du printemps prochain. Enfin, il ne sera pas à l'Élysée. Il ne sera plus à l'Élysée, oui, politiquement, c'est une manière de parler. Voilà. Comment vous allez travailler alors, François Bayrou? Donc ça, c'était votre première votre affirmation. Question, quelle est ma mission? Enfin, quelle est la mission que je me donne? Que ce soit les vrais problèmes qui apparaissent. Et que, par exemple, celui-là, mais il n'y a pas que celui-là, l'éducation en est un. L'incapacité de l'État, de l'action publique en est un deuxième. Problème de santé, c'est des problèmes très importants. Je veux que les vrais problèmes apparaissent et que les solutions puissent être dessinées autant que possible. Je suis sûr qu'il y a des orientations tout à fait nouvelles et utiles pour le pays. Je veux servir à ça. Deuxièmement, je veux garantir qu'on ne va pas laisser glisser la politique française du côté d'un extrême ou du côté de l'autre. Oui, c'est ça. Est-ce que puisqu'on parle beaucoup du RN, est-ce que c'est une fatalité, le RN au pouvoir? Non. Alors, je suis, vous allez dire là encore, je suis ultra minoritaire en pensant ça. Tout le monde pense que c'est joué, pas moi. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des faiblesses chez leurs candidats et chez les orientations qu'ils ont prises. Pour l'instant, on ne sait pas encore si officiellement Jordan Bardella sera candidat. Réponse le 7 juillet. Ça peut être l'un ou l'autre. Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Mais si vous lisez, vous le faites plus attentivement que moi,
si vous lisez les journaux, vous voyez venir les soubresauts. Comment on fait aujourd'hui pour battre le RN alors? Dans une élection comme celle de l'Élysée, on voit qu'à tous les scrutins depuis 2 ans, le RN progresse au municipal, progresse aux législatives, progresse au présidentiel, au sénatorial peut-être en septembre aussi. Tout ça est vrai. Qu'est-ce qu'on dit aux gens en fait pour pas qu'ils votent RN d'après vous? Plus authentique par rapport à la réalité des choses et plus sincère à l'égard des électeurs. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Oh, c'est jamais trop tard. On a vécu l'élection de 2017. À l'heure qu'il est, en 2017, Macron est à 1000 lieues d'être candidat. Il le sera en novembre. L'élection présidentielle, selon moi, ça se joue entre décembre et février. Et donc, il n'est pas trop tard. Les choses vont prendre une tournure complètement différente. Mais ce que les gens vont chercher, c'est quelqu'un qui fait le poids. Décembre, janvier, c'est une porte ouverte pour votre candidature? Non, quelqu'un qui fait le poids. Est-ce qu'Édouard Philippe, Gabriel Attal font le poids pour vous au milieu? Est-ce qu'ils font le poids? Je ne parlerai pas de personne. Je ne parlerai pas de personne. Parce qu'aujourd'hui, ou alors, si vous ne voulez pas parler de nom, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez une personne qui fait je pense que d'autres peuvent apparaître. Aujourd'hui, le profil type, qu'est-ce que c'est? C'est une ou un qui a l'expérience, qui a une stature internationale, vu la situation que l'on connaît dans le monde entier aujourd'hui. Il y a des guerres, il y a la situation économique qui est terrible, en Europe notamment. C'est quelqu'un plutôt d'expérimenté? Pas un profil à Emmanuel Macron en 2017? D'expérimenté, avec la capacité de conduire la politique étrangère de la France, de conduire la politique intérieure sur les très grands sujets, notamment économiques. Tout ça, c'est... Et je pense que ça peut venir. Il y a des personnalités expérimentées dont on chuchote le nom, vous le savez très bien, mais qui n'ont jamais prononcé leur assentiment, le fait qu'ils allaient franchir le pas. Et on en a besoin parce que... Et il y a une troisième chose. Pour moi, entre les deux extrêmes, il y a un fleuve. Ceux qui refuseront les deux extrêmes, pour moi, au fond, ils devraient pacifier leurs relations. Donc vous appelez à l'union, alors là, aujourd'hui? J'appelle la vérité, j'appelle à l'union de ceux qui, dans le pays, refusent les extrêmes et veulent qu'on s'en sorte. Sur un plan politique, ça peut se traduire comment? Par un candidat d'un bloc très large au centre? On voit comment ça se décante. Je vous rappelle, j'ai montré l'exemple il y a 10 ans en proposant à Emmanuel Macron une alliance. J'étais candidable, et même quand j'ai prononcé ça, tout le monde attendait que ce soit ma déclaration de candidature, et j'ai dit, mais c'est trop grave, on ne peut pas courir ce risque, et donc je propose une alliance à celui qui est après devenu président de la République. Vous attendez je vais essayer de tirer une toute petite leçon de ça, de cette expérience-là, et de la nécessité de l'heure. Dans le moment où nous sommes, il faut de l'abnégation. C'est-à-dire, travaille pas pour toi-même, travaille pas pour ta gueule, comme je le disais. Ce qui se joue là, c'est plus important, c'est les enfants qui se jouent. Et vous savez que quand je dis ça... Élise, j'ai des visages d'enfants devant les yeux. C'est les enfants qui se jouent. François Bayrou, à la fin de votre ouvrage, vous exposez, je cite, un plan de survie pour réinventer un monde. Alors, on a compris, ce n'est pas un programme de campagne, ce n'est pas une feuille de route présidentielle. Enfin, il y a quand même quelque chose de la feuille de route. Pour vous, je parle, j'allais juste vous dire ça. Pour vous, c'est non, on a bien compris. Mais c'est clairement un cadre que vous exposez à celle ou celui qui pourrait porter ces principes et ces valeurs. Exactement, et je continuerai à le faire. Parce que je vous ai dit, je crois qu'il y a un gisement de novation dans le pays. Je dis à la fin du livre, la France a 1000 ans, au moins 1000 ans. Les historiens discutent si c'est 1000 ou 1200 ans. La France a 1000 ans. Elle a surmonté les pires crises. Elle a survécu aux pires tourmentes. Elle ne va pas être abattue cette fois-ci non plus. Il va falloir faire des efforts. Ceux qui pensent que ça va être facile sont des menteurs, ou alors ils n'y connaissent rien, ce qui est possible. Mais la sève du pays, l'instinct de survie du pays, il ne va pas disparaître comme ça.
Vous attendez qu'un nouvel Emmanuel Macron sorte Non, je n'ai pas besoin de rééditer les mêmes choses. Je pense qu'il faut que chacun vienne. Dans le paysage politique que vous connaissez, pour vous, il y a des gens qui peuvent se révéler avec ce qu'il est. Vous savez, j'ai déjà, dans ma vie politique, eu à prononcer ces phrases. J'avais une grande différence avec... Je connaissais très bien François Mitterrand, il était très indulgent avec moi. Mais François Mitterrand, dans sa vie politique, quand il a fait le PS, et qu'il y a des courants qui sont venus, et notamment des courants chrétiens, il a dit cette phrase, qu'ils viennent, mais qu'ils veuillent bien laisser leurs armes et leurs bagages au vestiaire. Et toute ma vie, j'ai pensé que c'était une erreur. Je pense que pour rassembler les gens, il faut qu'ils viennent avec leurs armes, avec leurs bagages, avec leur idéal, avec leurs convictions, avec leur envie de bien faire, avec leur volonté de changer le monde. C'est en rassemblant ce que les gens ont de plus on peut sauver généreux. La maison. On peut sauver la maison. François Bayrou, il nous reste une trentaine de secondes. Il a encore temps de sauver la maison France, comme vous écrivez. Il est temps de sauver la maison. Toute dernière ligne de votre livre. À condition qu'on accepte d'ouvrir les yeux ensemble et d'agir pour que les choses n'en restent pas là. Vous êtes optimiste ? Oui. J'ai toujours été optimiste, mais quand même assez lucide. Merci beaucoup François Bayrou d'avoir été notre invité aujourd'hui de Dimanche en politique. Merci Élise Descartes d'être venue sur ce plateau. On rappelle votre ouvrage Alerte sur la France qui vient. On a bien compris, vous ne serez pas candidat pour la 4e fois à l'élection présidentielle, mais vous entendez, comme toujours, peser dans le débat. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, à votre place pour la dernière émission de la saison, il y aura Sophie Panonacle, la députée Renaissance de Gironde. Merci de nous avoir suivis.